d'être avec nous dans ce plateau spécial. Nous organisons un entretien avec deux professeurs sur ce plateau, le professeur Dinoudor Nzouabet, je crois que je prononce bien, professeur. Oui, Nzouabet. Nzouabet, voilà. Autant pour moi, professeur Nzouabet, agrégé des facultés de droit, responsable de la formation doctorale droit privé et sciences criminelles, directeur du laboratoire d'études et de recherche en droit privé et sciences criminelles, et professeur donc Kimoni Simo Alain. C'est tout ça, tout à fait. J'y arrive quand même. Voilà, donc tous trois sur ce plateau, nous allons parler donc, du secteur universitaire et puis les enjeux de l'heure par rapport aux études universitaires en Afrique. Ils sont à Brazzaville depuis quelques jours. Pour ça, peut-on savoir, pour nous téléspectateurs, quel est l'objet de votre présence à Brazzaville au Congo? Merci pour cet entretien. Nous sommes à Brazzaville pour trois choses. Donner un coup de main aux jeunes collègues, prochains candidats au concours d'agrégation des sciences juridiques, participer à quelques enseignements en master et procéder à la relance de l'Institut universitaire de Brazzaville. D'accord, merci. Alors, nous avons mené nos enquêtes, vous êtes très respecté dans le milieu universitaire. Alors, je vais rapidement vous poser la question. Quel est le constat que vous faites aujourd'hui du secteur universitaire au niveau de l'Afrique centrale? Peut-être le professeur Alain Kemounié Simo de l'université de Yaoundé est mieux placé que moi qui viens à Dakar. Voilà. Je suis à l'université Cheikh Anta Diop et l'enseignement supérieur dans les deux zones ne se présente pas sous le même visage. Et je peux plus aisément parler de l'Afrique de l'Ouest, qui est ma zone de prédilection, tout en sachant que le professeur Kemounié, qui est en Afrique centrale, en tant que chef de département, responsable des formations de master, est mieux placé pour nous dire ce qu'il perçoit dans sa zone de prédilection. Donc, quand vous parlez des gens, on peut parler de l'Afrique de l'Est, de Dakar aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup de votre université. Alors, pourquoi cette publicité? Est-ce que c'est la formation? Est-ce que l'université, on va dire l'enseignement supérieur au niveau de l'Afrique de l'Ouest, est toujours aujourd'hui au niveau où l'on connaît ou par rapport aux défis de l'heure, il faut réorganiser les choses? Oui, il faut réorganiser, il faut s'adapter. Et je vous dirais que l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a une longueur d'avance déjà. Peut-être parce que au départ, le Sénégal n'ayant pas de matières premières ou de ressources naturelles en abondance comme dans d'autres pays, a investi sur les ressources humaines. Et jusqu'aujourd'hui, ça paye. On constate que les ressources humaines de ce côté-là sont une valeur sûre et ça passe par l'éducation. Il y a beaucoup d'investissements dans la formation et on essaye d'être à la pointe de la technologie. Je suis à la tête d'un institut des métiers du droit qui fait dans la formation à distance déjà. Donc nous avons des étudiants, on n'a pas besoin qu'ils soient là en présentiel pour assurer les enseignements. Nous avons une plateforme, nous mettons les cours en ligne. Ceux qui veulent être à distance le font, ceux qui veulent s'inscrire en présentiel le font. Donc ce mode de formation que j'appellerais multimodal permet aujourd'hui de prendre une longueur d'avance et c'est peut-être ce qui attire. Et le Sénégal, en l'occurrence Cheikh Anta Diop, a toujours été fortement impliqué dans les questions pédagogiques pour toute l'Afrique francophone. Et le nombre d'enseignants de rang A le prouve à souhait. Merci. Professeur Kemouni, alors parlons de l'Afrique centrale. Trop de critiques là-dessus, l'Afrique centrale et le secteur universitaire. Donc merci déjà pour l'invitation. C'est un peu difficile de parler de l'Afrique centrale de manière générale, parce que la situation est un peu variée d'un pays à l'autre. Mais ce que l'on peut constater, sans effort, c'est que dans chacun des pays, quand même, les pouvoirs publics essayent de prendre en compte sérieusement la situation de l'enseignement universitaire, puisqu'on voit bien que de plus en plus, aux efforts, aux institutions publiques
viennent s'ajouter des institutions privées qui sont quand même de qualité. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous sommes là, pour la relance d'un institut universitaire. Maintenant, pour ce qui est des universités étatiques, il y a eu justement une période un peu difficile dans la sous-région. On voit bien que ce soit à l'université Marien Ngouabi, dans les universités camerounaises, à l'université Omar Bongo ou dans les autres universités publiques, il y a quand même un effort de reprise. Maintenant, il y a eu une situation difficile avec la pandémie du coronavirus, mais qui a eu quand même un côté positif parce que cela fait comprendre aux autorités universitaires la nécessité justement de cette formation à distance. Et donc nous, à Yaoundé, par exemple, tout le semestre a été fait avec une combinaison formation à distance, formation en présentiel. Et donc cela a permis d'accélérer la nécessité de la numérisation, par exemple, des cours. Et je crois qu'on ne peut pas s'auto-glorifier, mais on peut quand même reconnaître que des efforts sont faits pour tendre vers les meilleurs standards possibles. Est-ce que le coronavirus a eu aussi raison? Nous savons que cette pandémie a touché pratiquement tous les secteurs. Est-ce que le secteur universitaire a subi les mêmes conséquences ou subit les mêmes conséquences? Il y a un coût, un impact sur l'enseignement supérieur, les universités, surtout au niveau de Dakar? Oui. L'impact a été considérable, aussi bien sur l'aspect pédagogique que l'aspect social. À Dakar, les étudiants ont été obligés de quitter le campus social, ce qui socialement n'était pas très facile. Nous connaissons l'état de paupérisation de nos familles africaines et sur le plan pédagogique, ça a pris un coup. Ça a pris un coup parce qu'on n'était pas préparé à faire une formation à distance à une masse aussi importante. Donc le temps de s'adapter, de réajuster, de trouver les mécanismes adéquats, il nous a fallu un peu de temps. Et déjà, à un moment donné, les autorités universitaires étaient prêtes pour la reprise, mais les enfants ne l'étaient pas, parce qu'il faut déjà se doter d'un ordinateur, ce qui n'est pas à la portée du premier étudiant. Donc ça a fortement impacté. Donc il a fallu toute une ingéniosité qui a consisté pour nous à mettre d'abord les cours en ligne à la disposition et de reprendre progressivement. Donc de façon graduée, on a repris et les enseignants sont revenus en salle expliquer pour qu'on puisse faire des examens et sauver le semestre. Vous qui êtes dans la formation, est-ce que vous avez aussi subi les mêmes conséquences? Je ne pense pas, à mon avis, qu'il y ait un seul secteur qui n'ait pas ressenti le choc de la pandémie. Et le secteur de la formation encore plus. Peut-être que les universités ont mieux géré que les niveaux inférieurs qui n'étaient pas du tout préparés. Et donc, au niveau du secondaire, on a dû quelquefois arrêter les cours pour certaines classes, définitivement, dont l'année s'est achevée, alors qu'on n'avait même pas encore fait le tiers du parcours. Par contre, dans les universités, comme on l'a dit tout à l'heure, on a réussi plus ou moins à sauver l'année en combinant le distanciel et le présentiel. Mais avec la massification des effectifs, c'est sûr que ce n'est pas évident. Nous, à Yaoundé 2, par exemple, nous avions une première année qui avoisine 6 000 étudiants. Il a fallu donc, tout en poursuivant les cours, respecter les mesures d'hygiène imposées par les pouvoirs publics, la distanciation, le port de masque. Et donc, avec 6 000 étudiants, et le plus grand amphi a une capacité de 1500 places. Donc cela n'a pas permis facilement de reprendre aussitôt qu'on l'aurait souhaité, mais à la fin on a trouvé une solution sous forme de radiodiffusion des cours. Professeur, parlons de Brazzaville, surtout de l'IUB, l'Institut universitaire de Brazzaville. Alors que représente aujourd'hui cet institut, parce que vous êtes arrivé pour sa relance, que représente cet institut au niveau du Congo? Alors, nous n'allons pas faire l'histoire de l'IUB. On va tout simplement dire que l'IUB fait partie du paysage de l'enseignement supérieur privé. Et à un moment donné, il y a eu quelques flottements. Et
on nous a confié la mission de relancer l'établissement, de revoir le programme et surtout d'aller vers la formation à distance. Parce que l'IUB est en train d'acquérir du matériel de dernière génération. Nous attendons dans les jours à venir, par exemple, les smartboards dans des tableaux intelligents pour pouvoir programmer des cours. Et nous allons former le personnel à la scénarisation des cours pour les mettre en ligne et étendre la formation déjà sur Pointe-Noire, permettre aux étudiants à partir de Pointe-Noire de suivre les cours sans se déplacer. Donc on est porté vers cela et c'est pourquoi nous sommes là, revoir le programme, ce qui est déjà fait, réhabiliter le bâtiment. Vous avez certainement dû vous rendre compte que c'était en plein chantier et surtout maintenant renforcer la formation à distance. Pour ceux qui sont passés là-bas avant, et ceux qui souhaiteront d'ailleurs de venir, quelles sont, on va dire, les nouvelles approches? Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau où il lui propose des formations qu'il propose aujourd'hui? Déjà, dans la nouvelle approche pédagogique, à l'UIB, on veut enseigner autrement. Enseigner autrement voudrait dire qu'il faudra que tous les étudiants de l'UIB aient accès aux cours en ligne. Donc, dès l'inscription, on vous donnera un code d'accès, ce qui vous permettra de télécharger le cours. Et l'enseignant qui doit intervenir, au moins une semaine à l'avance, doit mettre à disposition son support, qui va être scénarisé et mis à la disposition des étudiants. Et l'enseignant, lorsqu'il arrive, il déroule plus aisément son cours. On va dans une dimension un peu plus pratique et concrète de l'enseignement. Déjà, dès le premier cycle, nous préparons les étudiants à de nouveaux programmes. Je pense au droit des collectivités, droit d'administration des collectivités locales, parce que c'est la décentralisation et à la mode, il faut qu'on forme le personnel à ce niveau. Et nous allons également ouvrir les masters. Et nous comptons ouvrir un master en jurisconseil d'entreprise, un master en carrière judiciaire et sciences criminelles, un master en droit des industries extractives, un master en banque, finance et assurance. Ça, c'est pour parler du droit, de l'aspect droit. Et en économie, nous allons ouvrir un master en comptabilité et gestion, un master banque, finance également. D'accord, professeur Kimouni, le professeur Elisabeth disait tout à l'heure enseigner autrement. Enseigner autrement en Afrique centrale, précisément au Congo avec l'UIB, et quand on sait que toute l'Afrique en général et l'Afrique centrale en particulier fait face à plusieurs défis aujourd'hui, les défis de développement surtout, alors, la démocratisation du continent. Alors, peut-on aujourd'hui compter sur l'UIB pour faire face à ces défis? Absolument, parce que vous avez entendu parmi les filières certaines qui adressent des questions qui nous concernent vraiment tous les jours, telles que la décentralisation. Parce que dans la démocratisation, l'une des dimensions justement, c'est que les pouvoirs soient le plus partagés possible. Et c'est pour cela que la décentralisation est une option majeure dans les différents pays de la sous-région Afrique centrale. Et donc l'UIB se dit, si c'est une question qui intéresse le peuple, qui intéresse la population, il faut faire des formations adaptées. Donc voilà pourquoi l'UIB, à mon avis, va être une très grande solution pour la plupart des problèmes que l'on rencontre dans la sous-région, puisque la dimension se veut supranationale. L'UIB ne vise pas seulement le marché national. On l'a dit tout à l'heure, on veut saisir l'étudiant, quel que soit l'endroit où il se trouve. Ça veut dire qu'un étudiant qui sort de l'UIB est capable de s'adapter aux réalités de Dakar, de l'Europe. Absolument, puisque c'est ça la nouvelle vision que nous voulons implémenter à l'UIB et à laquelle le promoteur tient absolument. Alors, il y a aussi aujourd'hui le problème des formateurs. Le constat qui est fait, loin d'être très critique vis-à-vis de nos encadreurs, la formation pose aussi problème au niveau des formateurs. Est-ce que vous avez tenu compte de ça? Ben oui, c'est déjà pourquoi nous sommes aussi là, parce que nous vous avons dit que nous avons passé une semaine à donner des leçons d'agrégation. Donc nous préparons déjà la relève. Ici, ajoute qu'à l'UIB, nous avons revu l'architecture administrative de l'UIB. On a mis sur pied un conseil scientifique et pédagogique qui n'est composé que des enseignants de rang A.
Et ces anciens de rang A viennent de la sous-région. Donc le professeur Kemonnier en assurera la présidence. Et d'autres collègues vont être membres de ce conseil scientifique qui est l'autorité suprême pour décider des questions pédagogiques. Il y a une nouvelle direction qui doit être mise sur place avec une nouvelle vision. Les intervenants viendront de l'extérieur pour des questions pointues. Mais Marème Ouabi et je crois qu'Ikele seront également sollicités parce qu'on a des collègues qui sont assez brillants et travailleurs qui vont pouvoir nous donner un coup de main. On a des collègues de la faculté des sciences économiques et de gestion que nous allons mettre à contribution. On a des collègues de la faculté de médecine parce que nous avons des matières en rapport avec la médecine. Je pense à la médecine légale, je pense à la psychiatrie criminelle pour ceux qui vont faire les sciences criminelles. Donc on va solliciter ces collègues-là. Donc il y a de la ressource humaine sur place, mais qui doit être complétée par quelques collègues de l'extérieur. Les gens poseraient la question, est-ce qu'en une semaine, vous pouvez vraiment former les enseignants? Est-ce qu'on peut vraiment croire qu'on a apporté la solution à cette préoccupation? Nous, ça, ce n'est qu'une étape. La formation va se tenir en plusieurs sessions. Donc ça, c'était la première session. Et vous pouvez être rassurés, le mix enseignants locaux, enseignants extérieurs que nous avons mis sur pied va permettre d'améliorer grandement la qualité de la formation. Nous mettons un accent sur le choix des intervenants pour que cela cadre avec la nouvelle philosophie, la nouvelle vision que nous avons de l'IUB. Vous parlez tout à l'heure des cours en ligne, surtout avec le coronavirus. Vous n'aurez pas tous les étudiants en présentiel. Alors, comment va être le suivi? Parce que nous savons que la compréhension en présentiel et en distanciel n'est pas du même niveau. Alors, comment ça va se passer le suivi à distance des étudiants? Alors, comment ça va se passer? Je vais prendre le vécu, parce que nous avons tous été victimes de la pandémie et nous avons enseigné à distance. J'ai fait des cours, étant à Dakar, à des étudiants qui étaient à Abidjan. On a pu les évaluer. Et il y a des plateformes, Google Meet, il y en a énormément. Oui, j'ai utilisé Google Meet et on se voyait, on expliquait et j'écrivais. Ils posent des questions. Ils posent des questions. Donc ça ne pose pas du tout de soucis. Et c'est justement pourquoi à l'UB nous avons décidé de revoir l'outil pédagogique. Et le premier outil pédagogique, ce sont ces tableaux que je vous parle d'intelligent. Donc j'ai fait cours par exemple dans un établissement de la place à Dakar, à distance, avec ces tableaux-là. Et c'était plutôt par Skype. Donc les étudiants, il y avait 4 étudiants en salle, d'autres étaient dans des bureaux et on projette et on travaille. Donc ça peut se faire. Et à Dakar, nous avons une formation à distance à l'université. Comment ça se passe? On met les cours en ligne, un enseignant vient, il explique les cours et on organise une séance présentielle avec un assistant, peut-être sur 2-3 rencontres, et il revient sur tout ce qui a été dit en ligne. Et n'oubliez pas que Dakar, au Sénégal, nous avons l'université virtuelle. Donc c'est bien possible. Nous, je voudrais juste vous rassurer qu'en fonction des enseignements, il y aura des regroupements justement qui pourront être prévus pour les explications en présentiel. Mais l'idée, c'est de permettre au maximum de personnes de pouvoir suivre la formation sans que celle-ci perde en qualité. Je voudrais voir aussi l'aspect, je vais peut-être dire un aspect social au niveau de l'UB. Je parlais tout à l'heure de la formation des encadrants, mais il y a aussi le niveau, on va dire, des étudiants. Souvent, quand ils sortent du lycée avec leur bac, on a des soucis jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'au niveau de l'UB, on quitte du lycée, on y intègre directement, ou il y a une possibilité de vouloir jauger le niveau de l'étudiant avant de le prendre? Est-ce qu'on prend n'importe qui? Non, on ne peut pas prendre n'importe qui. Et éviter de dire n'importe qui, parce qu'un bachelier n'est pas n'importe qui. Je demande pas, voilà. Parce que c'est trop violent. Et oui, parce que
le baccalauréat, c'est quand même le premier diplôme universitaire. Ouais. Tout à fait. Donc il faut déjà le reconnaître, ce n'est pas n'importe qui un bachelier. C'est vrai, on a décrié à un moment donné un problème de niveau, mais ce n'est pas pour tous les étudiants. Le recrutement se fera sur étude du dossier. Il y a des critères de recrutement. Il y a un relevé de notes au baccalauréat, il y a un relevé de notes durant son parcours de la seconde jusqu'en terminale. Nous faisons bien confiance à nos collègues qui ont pu valider. Et lorsque l'enfant a couronné cela par l'obtention de son parchemin, c'est qu'il le mérite. Et nous disons, il le mérite, mais ça ne suffit pas. C'est pourquoi, en première année, nous intégrons encore la technique d'expression dans l'enseignement. Pas pour dire qu'ils n'ont jamais appris cela, mais pour renforcer et leur apprendre le langage du milieu. S'il est juriste, on va lui parler le langage juridique. S'il est économiste, on lui tiendra un langage du milieu économique. Et nous avons également une matière comme le développement personnel et jeu de rôle. Ça permet à l'enfant de se retrouver déjà en situation. Donc ça fait partie des innovations que nous voulons mettre sur pied à l'UIB dans le programme de formation. Alors, professeur, qu'est-ce qui fait au Congo, malheureusement, on n'a aucune université, on demeure, je ne fais pas de la publicité ici, dans l'institut qui serait parmi les 1000 meilleures universités au monde. Qu'est-ce qui fait qu'une université ou un institut supérieur soit meilleur que d'autres? C'est quoi les critères exactement? Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte dans l'appréciation. Il y a déjà la visibilité. Parce que même si vous faites de très bonnes choses, mais que vous ne permettez pas aux gens de voir ce que vous faites, et vous allez être mal perçu. Parce que c'est une question de perception d'abord. Et ce n'est pas évident d'agir sur la perception. Il y a maintenant la qualité, justement, le taux de sélectivité. C'est effectivement, vous ne prenez pas la peine de sélectionner en amont les futurs formés de votre établissement. Cela peut poser un problème. Et puis il y a le produit de la formation à la fin. Que sont devenus vos anciens étudiants? Est-ce qu'ils sont placés dans les différentes structures? Quel est l'impact qu'ils ont sur leur environnement? Est-ce qu'ils sont recherchés? Après combien de temps trouvent-ils un emploi? Et lorsqu'ils ont trouvé un emploi, quelle est la progression, le rythme de progression? Donc, il y a tout un ensemble de facteurs et c'est ça que l'UIB vise. Parce que l'une des dimensions essentielles d'une université, c'est de participer au développement du pays dans lequel il se trouve au minimum, au-delà de la sous-région, mais au minimum, il faut que l'université impacte son environnement. Et donc la contribution de l'UIB au développement du Congo, de la sous-région, devra se mesurer à très court terme. Avec cette relance, nous voulons que dans les 5 ans, que l'on voie bien que l'UIB a changé fondamentalement le Congo, pas seulement le système universitaire congolais. Okay, merci beaucoup. Nous tombons vers la fin de cet entretien. Une question sur la rentrée universitaire ou académique. Est-ce que vous serez prêt et l'UIB sera prêt? Nous travaillons pour. Nous travaillons pour. L'UIB sera prêt et tout est mis en œuvre pour qu'on puisse démarrer à temps. Nous pensons peut-être à une rentrée différée en fonction des cycles, parce qu'il y a des travaux qui vont s'achever sous peu et on va dès à présent commencer les sessions. Vous avez déjà ouvert les recrutements, les inscriptions? Comment ça se passe? Non, nous n'avons pas encore ouvert les inscriptions. Nous comptons le faire d'ici mi-décembre. Nous allons ouvrir les inscriptions, mais pour le moment, nous essayons de communiquer, de donner de distribuer des flyers, attirer l'attention des gens, leur dire que l'UIB renaît sous un visage plus reluisant et plus attractif. Et je reviens lorsque vous nous demandiez si au Congo, est-ce qu'en une semaine nous pouvons former les collègues? Non, ils sont déjà collègues, ils enseignent déjà. Et ce sont eux qui sont dans les universités de la place. Mais nous voulons, la préparation, c'est leur donner un plus. Les préparer à atteindre le sommet dans le domaine. Mais ils sont déjà enseignants. Et c'est des aptitudes qui ne souffrent d'aucune contestation. Parce que pour la plupart, c'est des maîtres assistants reconnus par le CAMES. Et du coup,
notre présence, c'est uniquement leur permettre de franchir un palier supplémentaire et venir étoffer la classe des enseignants de rang A. Merci beaucoup. On va conclure avec, pas conclure, mais vous allez dire votre mot de la fin par rapport à UIB, par rapport à l'enseignement supérieur au Congo. Nous, je voudrais dire plutôt ma satisfaction de voir ce genre de structure déjà. Ça montre qu'au niveau du Congo, beaucoup d'efforts sont faits pour améliorer le système universitaire, le système scolaire de manière générale. Et donc l'IUB s'inscrit dans cette dynamique et va certainement apporter sa contribution à cet effort des pouvoirs publics. Moi, j'ai bon espoir en tout cas. Okay. Notre professeur, on boucle avec vous. Ben non, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons découvert ces infrastructures. Et lorsqu'on nous dit que c'est dans un lycée, on se dit, mais le Congo est à féliciter. Et pour un lycée, avoir tout ce dispositif, il y a de quoi être optimiste. En regardant cela, je me dis, mais l'Afrique est sauvée à partir du Congo. Merci. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Je vous rappelle que nous avons reçu sur ce plateau les professeurs Di Nudor Alzouabet et le professeur Kimounier Simo-Alain. Merci à vous. Nous allons vous retrouver à la prochaine occasion. Nous vous promettons un reportage sur UIB dans quelques jours. Merci. Merci.